Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile, je vais vous parler du tant attendu par certaines personnes, 5e volet de la saga Insidious, instigée il y a plus de 10 ans par James Wan et Leigh Whannell. Elle reprend du service ici avec Insidious The Red Door, qui est en fait dans la continuité des deux premiers chapitres, puisque le 3 et le 4 étaient des spin-off préquels. Là, on reprend la malédiction des Lambert, et donc on retrouve le casting de base, à savoir déjà Patrick Wilson dans le rôle du père, mais pas que, puisqu'il passe également derrière la caméra pour la première fois de sa carrière, donc il réalise cet opus. À ses côtés, Rose Byrne, la mère, même si on ne la voit pas énormément, Ty Simpkins dans le rôle du petit Dalton, qui a bien grandi, notre voyageur astral, il est devenu adolescent, jeune adulte, et il rentre à l'université. Son jeune frère est joué par Andrew Astor, comme dans les deux premiers. Et petit coucou caméo de Lin Shaye, la médium Elise, qui est censée être morte. Mais bon, dans cet univers, on va dans le lointain, une autre dimension où des âmes décédées peuvent interagir avec les vivants qui voyagent, pourquoi pas. Première apparition par contre dans cette saga de deux actrices principales, Sinclair Daniel qui joue la presque colocatrice de Dalton à l'université, et vite fait Iam Abbas, qu'on peut s'étonner de retrouver là, qui joue une professeure d'art. Et donc ici on suit à nouveau les Lambert, 9 ans après les événements du deuxième Insidious, que la famille a voulu oublier. Si vous vous rappelez la fin d'ailleurs du deuxième chapitre, moment d'hypnose pour que justement le père et le fils ne se souviennent plus de tous ces événements et puissent reprendre leur vie avec la famille. Et c'était compliqué à imaginer. Pas qu'ils oublient complètement, mais que ça ne laisse pas de traces, notamment auprès de la mère. Et bon, ça n'a pas loupé, puisque 9 ans après, on apprend que le couple est séparé. Donc que la famille s'est fracturée, et en plus on ouvre sur des funérailles. Alors je n'explique pas qui est enterré, mais c'est assez évident, et on pouvait deviner cela même dès la bande-annonce. Après, évidemment, on profite de cette occasion du fils qui va partir à l'université pour tenter de recoller les morceaux entre le paternel et le fiston, puisque la mère propose donc à son ex-mari d'aider à l'installation de Dalton à l'université, de faire la route ensemble. Il accepte, bon an mal an, enfin, il accepte de proposer, le fils dit oui, et on voit que la relation entre les deux est tombée au niveau zéro. Enfin, c'est vraiment aucune communication. Tout simplement, on voit bien qu'à vouloir oublier ce qui a pu les unir, ils ont été forcés, eh bien, ils ne sont plus du tout proches, et c'est assez froid. C'est pas non plus quelque chose de violent entre les deux, loin de là, mais il n'y a rien, quoi. Et forcément, on peut imaginer, vu qu'on en refait un film, à un moment donné, Dalton et même son père, Josh, vont être à nouveau victimes de ces moments de voyage astro qu'ils partagent en filiation, de père en fils, et tomber à nouveau dans ce don qui est plus une malédiction, d'entrer dans un autre univers, une autre dimension, et donc ils vont se sentir à nouveau menacés par des entités, rappelez-vous ce démon au visage rouge, etc., que l'on voit également dans la bande-annonce. Et ils vont devoir affronter cela à distance, forcément, puisque le fils était à l'université, et que le père essaye de savoir pourquoi, il a des trous de mémoire, et c'est un peu embrumé dans sa psychologie et tout. Mais du coup, même à distance, face au même phénomène, ils vont peut-être à nouveau se rapprocher. Et Dalton va essayer en parallèle de s'intégrer plus ou moins à cette université, alors vite fait, et rencontrer cette jeune colocatrice qui est là par erreur, mais qui va devenir son amie, et essayer d'accepter bon an mal an que son nouveau pote là, puisse être victime de choses bizarres. Bon, alors déjà, première chose à dire, évidemment, ce n'est plus réalisé par James Wan, ni même Leigh Whannell. Alors les deux sont à la production, mais je crois qu'ils ont tout délégué, y compris au niveau scénario, un certain Scott Teems. Et forcément, après, à la mise en scène, c'est un débutant derrière la caméra. Patrick Wilson ne démérite pas, notamment, j'ai envie de dire, sur le début du film, où il propose une ambiance tendue, qui prend son temps pour bien nous montrer le deuil et le problème de l'oubli de la fracture familiale. C'est vrai que pendant 20 minutes, si vous attendez un film d'horreur qui pète dans tous les sens, vous allez trouver le temps long. Et bien paradoxalement, c'est peut-être ce que j'ai préféré dans ce film, que j'ai apprécié correctement sans plus. J'essaye d'expliquer après pourquoi.
Vraiment, au départ, ça se pose là. D'ailleurs, Patrick Wilson, il essaye de rendre hommage à James Wan dès le premier plan, caméra renversée sur une croix. Alors, la croix à l'envers en plus, hein, le moment des funérailles au cimetière. Et oui, on va rentrer dans un monde infernal après. Ça manque peut-être de subtilité, mais au moins il y a un attachement à une forme de visuel. Puis derrière, on joue avec l'arrière-plan en flou sur des menaces qui pourraient être là, parce qu'au final, même si le père et le fils ont oublié des choses, ça rôde toujours autour d'eux, hein, cette histoire de... pas de fantôme, mais pratiquement. Oui, d'une manière ou d'une autre, c'est quand même ça. D'entité qui rôde, quoi. Et vraiment, il insiste, hein, Patrick Wilson, sur le rythme lent du début. Puis après, évidemment, il faut rentrer, j'ai envie de dire, dans le côté film d'horreur habituel et dans l'univers Insidious. Et c'est là où, malheureusement, pendant les 2/3 du film, c'est pas tout le temps réussi, même si ça fait le boulot sur certains moments, on sent que, en fait, arrivé au bout, sur une conclusion qui est rushée, d'ailleurs, malheureusement, je trouve qu'il manque bien 10 minutes au film, vraiment. Eh bien, tu termines le métrage, tu sors de là et tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi avoir relancé la machine ici? À part, évidemment, l'argent. Bon, pour montrer que la malédiction est toujours là, même si on a essayé de forcer l'oubli par l'hypnose, c'est pas comme ça que ça va se régler. Pour se faire une belle histoire entre le père et le fils. Oui, ça fonctionne au début et à la fin. J'insiste vraiment que sur l'entre-deux, quand les deux sont séparés, quand ils vivent leur truc, bah en fait on a une redite et une répétition de beaucoup de choses du 2. D'ailleurs on en revient à un moment, presque avant la fin, à ce phénomène, l'effet papillon, que j'évoquais dans ma vidéo de Insidious Chapter 2. On réinsiste dessus, vraiment il y a des motifs qui sont récurrents du 2. Hein. Et on confirme même certaines choses. Dans l'idée malédiction familiale, on tente un truc qui va vraiment me rappeler l'effet papillon. Vraiment, il va falloir que je revoie ce film une énième fois, parce que, à force de me le rappeler comme ça donne envie. Parce que c'est vraiment bien l'effet papillon. Et donc, évidemment, on va pas faire l'économie de certains moments de jumpscare, alors qui sautent aux yeux, qui sont pas très novateurs. Même certains, on se demande pourquoi c'est là. Genre des trucs sous le lit et tout. Oui, enfin, ok, des moments dans la fraternité de l'université, là. Ah, c'est relou, ça. C'est relou parce que ça n'apporte rien. T'es pas obligé d'aller mettre l'intrigue là-bas, à un moment, avec des personnages très lambda, sous prétexte que on fait faire revivre à Dalton ce cauchemar, comme quoi il peut être en lien avec des entités qui ont subi des chocs violents et qui sont morts, mais les gens qui sont morts, mais qui ont jamais trouvé la paix. Oui, mais c'est relou. Et j'ai envie de dire que la relation qui est établie entre lui et sa coloc, interprétée par Sinclair Daniel, est très artificielle. Ça va même pas... Non, puis on tente de l'humour des fois qui tombe complètement à plat. D'ailleurs, là, il n'y a rien de drôle dans le film. On cherche pas forcément le comic relief absolu, mais ouais. Donc on se retrouve avec, au final, sur 1h40, 55 minutes, 1 heure de film intéressant, qui a vraiment des bonnes choses. J'insiste sur le début. Et la toute fin, si on oublie que c'est rushé, il y a quelque chose d'intéressant sur le message final, qui va peut-être enfin conclure pour de bon cette saga. Mais bon, on ne sait jamais quand ça sera vraiment conclu. Hein. Si jamais ça fonctionne, ça peut toujours repartir. Mais tu te dis, pourquoi, en fait, avoir voulu faire un 5 et remettre les Lambert au milieu, ici, donc, de cet univers Insidious. Je cherche, en fait, l'intérêt du film. Si ce n'est pas, c'est un petit moment de divertissement. Si vous cherchez un petit peu à vous faire peur, vers le milieu, il y a des choses qui sont quand même marquantes. Moi, c'est plus le genre de truc qui me fait peur, quoi. Hein. Toutes ces productions Blumhouse, un peu train fantôme, bon, c'est pas détestable. Franchement, c'est même dans un panier plutôt haut de ce que j'ai pu voir plus ou moins récemment dans le genre. Mais comme beaucoup de ce genre de films-là, d'horreur habituelle, popcorn actuel, ça manque d'un truc. Et pourtant, il y a vraiment on instaure quelque chose au début. J'insiste vraiment sur les premières minutes, sur ce jeu de chant et de profondeur de champ, pas mal de petits trucs. Et sur la fin. Autre chose que j'ai trouvé très bien, mais malheureusement, c'est pas ultra développé, c'est le rapport à l'art. Parce que Dalton, il a développé ce sens artistique qui le relie malgré lui à ses souvenirs qu'il a oubliés. Dessiné déjà quand il était petit. Là, il fait des magnifiques trucs. On voit d'ailleurs le traumatisme derrière. Et c'est très passionnant. Il y a même des aspects visuels qui jouent sur le clair-obscur avec la prof d'art qui en parle. Oui. Mais très vite, en fait, on va oublier cela avant que ça revienne sur la fin. D'ailleurs, anecdote
sur un des moments finaux sur les œuvres d'art, là, j'ai pensé à une chanson des Rolling Stones. En lien avec le titre du film. Vous pouvez chercher, hein, c'est pas trop dur. Mais bon. Et au final, ouais, sur l'aspect visuel, je pense que ça aurait pu être plus poussé et encore plus dans une forme d'esthétisme marquant pour relier encore plus l'art, je trouve, à l'horreur. Mais ça va pas trop non plus au bout de son idée. Donc au final, Insidious de Red Door, non, c'est moins bien que les deux premiers, je pense. Mais c'est quand même correct. Vous voyez, je vais mettre un 6 sur 10. Je vous invite à le voir si vous êtes attaché aux deux premiers, mais ne vous attendez pas non plus à une révolution. En soi, il y a une continuité, il y a une logique. Et pourquoi avoir relancé l'idée? Bah, je vous laisse répondre en commentaire à votre avis. Vous qui avez voulu voir le film et vu le film, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez apprécié déjà, bien sûr, et si vous trouvez que c'est intéressant ou non comme idée, donc à remettre sur le devant de la scène. Je ne sais pas, il commence à avoir chaud là, parce qu'il faisait frais au moment où j'ai lâché cette impro ciné-critique, et là, le soleil revient, donc dans mon sweatshirt Ghost, je commence à suffoquer. Allez, à vous la parole, je vous dis à la prochaine, ciao.